Bien, si vous voulez, nous allons commencer. Les absents ont toujours tort, mais bon, on les pardonnera, parce que je rentre moi-même d'Arras et il y a une circulation pas possible sur la route. Alors, je suis le docteur Martine Lefebvre, je préside avec fierté et avec honneur cette fédération depuis 15 ans. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce que je vais dire une renaissance, c'est un mot d'actualité, renaissance de cet espace de réflexion éthique pour les soins en psychiatrie que nous avions créé dès 2010, alors que les décrets n'étaient même pas encore sortis, parce que nous pensions effectivement qu'il était important pour les soins en psychiatrie de parler aussi d'éthique. Nous avons réussi à... alors, pourquoi d'abord cet espace de réflexion éthique? Parce que le directeur qui avait précédé Maxime Lubrovsky, le docteur Danel, eh bien, était un ami de l'ancien bâtonnier. Et en discutant, il était apparu qu'il était indispensable d'échanger aussi avec le monde de la justice, le monde de la philosophie. Et c'est ainsi qu'a été créé l'espace de réflexion éthique pour les soins en psychiatrie. Et c'est très drôle parce que le premier thème était effectivement psychiatrie et justice. La philosophie, moi, j'aime beaucoup. Je fais partie d'une génération où on pouvait faire médecine en ayant un bac philo. Aujourd'hui, ça s'avère un peu difficile. Mais je crois que c'est très intéressant parce que ça apporte une autre vision sur le monde du soin. Je suis donc très heureuse d'avoir ce soir le professeur Sabot avec lequel la fédération a noué, enfin avec la faculté de philosophie a noué un partenariat. Et puis aussi, nous avons ce soir un partenariat avec Savoir, excusez-moi, je vois très mal clair, avec Savoir, texte et langage, hein, et je crois aussi que c'est très important. Je ne saluerai pas tout le monde. Parmi les inscrits, des personnes de toutes les régions, de toute la région, je voudrais dire de tous les territoires de la région. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 46 établissements adhérents. 46 établissements adhérents autorisés en psychiatrie sans discrimination, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient ESPIC, parce que la différence est toujours source d'enrichissement et chacun a une compétence qui ne peut qu'enrichir celle des autres. Alors, je ne saluerai pas tout le monde, je vois que nous avons des fidèles, nous avons le docteur Nedulescu, nous avons le docteur Lalo, j'ai la chance aussi de retrouver le docteur Valette avec lequel j'étais tout à l'heure, qui lui est urgentiste, mais qui s'intéresse beaucoup, je sais, à la philosophie et à la psychiatrie. Je salue quelqu'un qui me piste depuis maintenant une semaine, Olivier Doptin. Olivier Doptin, eh bien, il représente une partie importante des gens de la santé, puisqu'il représente les usagers. Il est vice-président de France Assos Santé, et c'est vrai qu'il est très actif aussi, à tout niveau, que ce soit pour les soins palliatifs, que ce soit pour la psychiatrie, que ce soit pour défendre les insuffisants respiratoires. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais je crois qu'il est important, effectivement, que nous puissions tous discuter ensemble. La faculté de médecine était longtemps associée à la faculté de droit. Droit et santé, c'était important. Philosophie et santé, c'est important. Et donc, je vais laisser la parole au professeur Sabot. Merci beaucoup. Alors je commencerai évidemment par remercier les organisateurs de cette soirée pour leur invitation. Comme il s'agit de la première intervention dans ce cadre, je vais en quelque sorte, et reprendre l'expression consacrée, essuyer les plâtres. D'ailleurs, en donnant comme titre à mon intervention « Psychiatrie et justice, une vieille histoire », j'ai sans doute préjugé de mes forces et de mes compétences. Il faudrait en effet être historien de la psychiatrie et ou du droit pour prétendre répondre de manière complète aux promesses de ce titre. Et évidemment, le temps imparti pour mon exposé n'y suffirait pas. Alors pourquoi ce titre démesuré et qu'est-ce que je propose d'en faire?
En un sens, mon propos justement sera plutôt circonscrit à quelques réflexions qui s'attachent à ce que j'appellerais un point de contact privilégié entre psychiatrie et justice, ce point de contact que représente l'expertise psychiatrique. Il s'agira en particulier de comprendre pourquoi et de quelle manière, à partir du XIXe siècle, dès le début du XIXe siècle, la psychiatrie a été amenée à intervenir dans le domaine judiciaire en produisant justement un discours d'expertise. Comment, sollicité par la justice pour traiter certains cas particulièrement complexes, et on pourrait dire d'abord pour établir la possibilité même du droit de punir, ce discours a conquis une légitimité et une autorité qui, selon moi, méritent qu'on les interroge. Alors, il faut les interroger d'abord parce que cette légitimité, cette autorité ont acquis une forme d'évidence qui, pour une part, occulte les effets de la sédimentation historique des pratiques et des discours, qui sont des discours parfois de légitimation, d'auto-légitimation. Et elle mérite également qu'on les interroge parce qu'une mise en perspective historique et critique de l'espèce d'engrenage psychiatrico-judiciaire permet peut-être d'éclairer certains aspects de notre actualité, de notre propre manière de nous rapporter aujourd'hui au droit et à la folie, au traitement judiciaire et pénal d'actes manifestement insensés ou monstrueux et d'individus que l'on peine à tenir pour pleinement responsables des actions pour lesquelles pourtant la société réclame un coupable. Alors mentionner ce dernier point permet de toucher du doigt le type de problème que je me propose de poser ce soir. Ce problème comporte d'emblée une dimension éthique. Alors, j'emploierai pas beaucoup la notion d'éthique, mais au moins elle arrive ici. Une dimension éthique dans la mesure où ce problème touche à la question de l'imputabilité de nos actes, à la responsabilité de chacun et à l'autonomie de jugement et d'action qu'elle suppose. Mais précisément, on voit de suite quelle est la difficulté. En effet, il peut y avoir une tension entre ce qu'on pourrait tenir pour deux revendications également légitimes. D'un côté, la revendication d'un désir de justice, émanant, par exemple, de victimes directes ou collatérales de crimes ou de délits. Et de l'autre, la revendication, on pourrait même dire l'obligation, de la part de l'institution judiciaire, d'appliquer la loi, toute la loi, mais en tenant compte, le cas échéant, de situations qui ne permettent pas de juger un individu pour un crime qu'il aurait commis dans un état de démence passagère et dont il ne saurait plus alors être tenu pour responsable ou parfaitement responsable. On comprend qu'au cœur de cette tension s'organise, jusque dans l'actualité la plus récente, une sorte de face-à-face entre victimes et justice sur fond du scandale en tout cas proclamé, de l'irresponsabilité pénale d'auteurs présumés de crimes et de crimes d'autant plus violents qu'ils ont été commis par des individus réputés fous au moment de leur acte criminel. Alors on pourrait mentionner beaucoup de faits divers, mais à titre d'exemple, on peut mentionner l'affaire Sarah Halimi, cette Parisienne de 65 ans, défenestrée en 2017 par son voisin, et comme on sait, la justice, je vous le rappelle, la justice a conclu à l'irresponsabilité de son meurtrier, Kobili Traoré, en déclenchant alors une polémique de large ampleur, puisque l'antisémitisme du crime était passé derrière les bouffées délirantes décrites par les experts, et il n'y en a pas eu moins de 7 à l'appui de ce procès. Alors c'est au fond cette tension que je voudrais explorer dans mon propos pour aller au-delà de la collection des faits divers, même si j'en mentionnerai quelques-uns, les plus anciens, mais pour aller aussi au-delà de la simple constatation d'une double impuissance des victimes et de la justice elle-même, et peut-être aussi pour aller pour enraciner ce questionnement dans une perspective
historique, dans une histoire déjà ancienne, qui est celle justement de la rencontre entre la psychiatrie et la justice. Alors cette rencontre, j'aimerais, dans le temps limité que j'ai, j'aimerais d'abord clarifier ces conditions de possibilité épistémologiques et historiques. J'aimerais également en détailler les modalités, en mettant l'accent sur l'expertise psychiatrique et les effets de cette rencontre. Et enfin, je voudrais me demander pourquoi cet engrenage psychiatrico-judiciaire a pris la forme d'une évidence dans l'exercice même du droit pénal. Alors le parcours que je viens de vous présenter et que je vais suivre maintenant s'inscrit pour une large part dans la reprise et dans le prolongement des analyses critiques que Michel Foucault, donc pas ce Foucault-là mais un autre, a consacré à la question de l'expertise psychiatrique, que ce soit dans le cours au Collège de France qu'il a consacré aux anormaux, c'est le titre de son cours, ou dans différents textes, entretiens, qui, dans la première moitié des années 70, en préparent et en précisent le cadre de réflexion. Une des questions qui se pose sera toutefois de savoir si les choses ont évolué depuis 50 ans, puisque le cours date de 75, et si oui, dans quel sens. Alors, dans ce cours consacré aux anormaux, qui accompagne lui-même des recherches conduites depuis le début des années 70 autour de l'expertise médico-légale, Michel Foucault entend interroger ce qu'il désigne donc, c'est son expression, comme un engrenage psychiatrico-judiciaire, tel qu'il aurait été mis en place au début du XIXe siècle. Il s'agit par là de rendre compte du mécanisme qui a rendu possible l'insertion de la psychiatrie, du savoir psychiatrique, dans le fonctionnement même du droit de punir. Comment donc, pourquoi, à un certain moment, l'institution judiciaire a-t-elle eu besoin de faire appel à la psychiatrie ? Ça ne va pas de soi. Si c'est le cas, c'est parce que la psychiatrie a rencontré un problème qu'elle s'est trouvée incapable de gérer toute seule, avec ses propres moyens légaux et dans le seul cadre du droit pénal. Ou plutôt un problème dont le droit pénal lui enjoint de ne pas le traiter selon une logique seulement juridico-punitive. Ce problème, c'est celui que représente la figure du monstre moral, qui vient se superposer à celle du criminel pervers, transgressif, celui qui défie les limites de la moralité ordinaire. Et on le verra avec les cas que je vous présenterai, une moralité très largement partagée, on pourrait presque dire au-delà de l'écart qui nous sépare de ces affaires. Alors avant justement de donner quelques exemples, je dirais forcément spectaculaires, de cette monstruosité morale et de ces avatars criminels, il faut toutefois bien saisir à quoi elle va faire obstacle, c'est-à-dire à quelle économie punitive elle va faire obstacle. Cette économie punitive est fondée sur une logique combinée de l'intérêt et de la rationalité. Elle postule en effet que si un individu a commis un crime, c'est que cet individu y avait, ou du moins croyait y avoir, un intérêt quelconque. Par exemple, il escomptait tirer bénéfice, en termes de satisfaction d'utilité, de son acte. Tuer quelqu'un pour s'emparer de l'argent de sa victime, ou encore pour l'empêcher de le dénoncer en cas d'acte délictueux précédant le crime et dont la victime aurait eu connaissance. Vous voyez qu'on peut écrire des polars à partir de là. Du côté du droit, cet intérêt du criminel, cette espèce de calcul utilitariste de ces satisfactions possibles, peuvent être qualifiées de raisons du crime. Les raisons du crime s'entendant ici dans un double sens, c'est à la fois sa raison d'être interne, c'est-à-dire ce qui motive et ce qui explique l'acte criminel, et c'est aussi la rationalité propre à la sanction qui peut s'y appliquer en réponse. En un sens, la sanction ne visera pas le crime lui-même, mais à la fois
l'intérêt qui était chez le criminel à son principe, qui était sa raison d'être, et l'intérêt qui pourrait être au principe de futurs crimes, de crimes possibles. On a là le thème, ou certains diront le mythe, de la valeur exemplaire de la peine. La sanction cherche, en d'autres termes, à créer un intérêt analogue à celui qui pousse au crime, mais sous la forme d'un intérêt, qu'on espère toujours supérieur, à ne pas commettre de crime, un intérêt dont on espère aussi qu'il viendra s'imposer à la raison de n'importe qui lorsqu'il fomentera un acte criminel. On comprend en tout cas que, suivant cette logique de l'intérêt placé au cœur du crime et de la sanction, c'est l'activité criminelle elle-même qui accède à une forme d'intelligibilité et, au fond, de rationalité partagée entre le criminel et celui qui va le juger. Or, c'est justement cette rationalité qui est mise à mal et en quelque sorte suspendue lorsque l'on voit émerger la possibilité effective de crimes qui y dérogent, c'est-à-dire des crimes dont la raison échappe, des crimes dont le principe et la raison d'être semblent étrangers à tout calcul utilitariste des fins, des crimes sans raison. Et c'est ici qu'apparaît, dans toute sa force, la figure du monstre moral, en tant qu'elle est associée à des actes auxquels on n'est plus capable d'assigner des raisons et que par conséquent on devient incapable de punir. En effet, s'il n'y a plus de mesure commune au crime et à la peine, il devient impossible d'assigner une sanction juste, à un crime devenu lui-même impensable, inintelligible, presque opaque. Le problème qui se pose est donc celui de la rationalité de certains actes, dédoublé en rationalité de l'agir criminel et en rationalité analogique de la sanction qui peut s'y appliquer. Alors on a là, je dirais, la trame théorique d'un problème qui vient s'articuler aux conditions qui fondent durablement, à partir de différents textes juridiques, le recours de la justice aux psychiatres et à leur savoir. Le texte le plus emblématique et fondateur en la matière est celui de l'article 64 du Code pénal de 1810. Alors, vous avez ici cet article. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Selon cet article, pour punir un individu, pour avoir le droit de le punir, il faut pouvoir établir qu'il est raisonnable, ou du moins qu'il n'était pas en état de déraison au moment de son acte. Et à l'inverse, par voie de conséquence, reconnaître l'irresponsabilité d'un individu entraîne de iure, de droit, l'inexistence juridique de ses actes, fussent-ils odieux ou monstrueux. À la limite, pas de procès pour les fous. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le choc provoqué par un crime horrible peut alors être redoublé par le choc d'une impuissance de la justice, de son incapacité à s'en saisir et à sanctionner son auteur à la hauteur du mal qu'il a fait. Pour répondre à ce scandale, le droit pénal a évolué, a été obligé d'évoluer, et c'est cette évolution qui permet de préciser le rôle du psychiatre, de l'expert psychiatre au sein des tribunaux. D'abord, super, merci. D'abord, l'aliénation mentale avec état dangereux avéré a pour corollaire l'application de l'article 18 de la loi du 30 juin 1838 qui prévoit l'internement par placement d'office de l'individu concerné, et ceci sur avis express de l'expert psychiatre interrogé par le juge. Ensuite,
L'article 64 du Code de 1810, mentionné ici, est complété par la circulaire Chaumier du 12 décembre 1905. Dans cette circulaire, le législateur va distinguer les déments qui bénéficient de la non-imputabilité absolue de leurs actes et ceux à qui il faut reconnaître une responsabilité limitée ou atténuée. On voit ici apparaître le thème des circonstances atténuantes. Et c'est à nouveau au psychiatre que l'on demande d'établir, dans le cadre de son discours et de son savoir, ces échelles de responsabilité, ces gradations fines dans la rationalité et ipso facto dans la sanction du crime. Mais il faut rappeler qu'avant d'en arriver là, l'engrenage psychiatrico-judiciaire s'est élaboré en se confrontant à des affaires exemplaires, à des cas spectaculaires de monstruosité criminelle, qu'il s'est agi précisément d'étudier en vue de circonscrire ceux qui relèvent effectivement de la catégorie de l'irresponsabilité pénale. Puisque il n'est pas envisageable de juger un fou, mais encore faut-il s'assurer que l'individu criminel, présenté à un juge ou à des jurés dans une cour d'assises, présente bien des caractéristiques qui interdisent de le punir, s'il n'est pas tenu responsable des actes qu'il a commis. Mais si on ne peut pas le punir, on peut néanmoins recommander de le guérir, si son cas ressortit à un état mental pathologique, qu'il soit passager ou permanent. Dans le cours sur les anormaux, Foucault soumet à l'examen 3 cas particuliers, il en cite beaucoup, hein, mais je retiens ces 3-là, qui permettent de mieux comprendre à son point d'émergence la signification et la fonction de l'expertise psychiatrique, convoquée, on va le voir, par la justice dès lors qu'elle est incapable, qu'elle a été incapable d'établir à partir de ses propres pouvoirs d'instruction la responsabilité des crimes ou de certains crimes qui se présentaient à elle. Premier cas, celui qui correspond à l'affaire dite de Célestat. La femme ici est anonyme, hein, j'ai cherché des renseignements, mais elle n'est pas nommée. 1817. Donc cette affaire concerne une femme misérable qui est arrêtée après qu'on a découvert qu'elle avait découpé, fait cuire et consommé, alors j'avais mis sa fille, mais en fait une partie de sa fille, une jambe, donc avec sa soupe. Interrogée sur son acte, cette femme avouera que celui-ci a été dicté par la faim. Et les experts convoqués feront apparaître que cette femme, certes, s'est livrée à une anthropophagie coupable, qui déroge aux mœurs de l'époque, peut-être de notre époque encore, mais ils reconnaissent également que son crime répond quand même à un calcul raisonné, même si ce calcul est erroné, de ses propres intérêts. La faim, finalement, la faim est un mobile comme un autre, même si, dans le cas présent, il l'a emporté sur l'amour filial. Le cas se laisse donc réabsorber par la logique juridique. Le crime est juridiquement intelligible et ne tombe pas sous le coup de l'article 64. Il est donc possible et même nécessaire de punir. Alors j'ajoute entre nous qu'on apprendra ultérieurement qu'il restait de la nourriture dans le garde-manger et que donc le mobile déclaré du crime aurait sans doute mérité d'être mieux établi lors de l'instruction. Je ferme la parenthèse. Un autre cas intéressant et très différent, inverse même, qui est celui de Louis-Auguste Papavoine, qui défraie la chronique en 1824. Donc, Papavoine, au moment des faits, est âgé de 41 ans. C'est le fils d'un marchand de draps établi à Mouilly. Et il se destine à la carrière administrative. Il occupe une place au ministère de la Marine
Ensuite, lorsque son père meurt, il se retire de ce poste au ministère de la Marine pour suivre de plus près les affaires de sa maison qui ne sont pas en bon état. Alors, cette circonstance particulière, le décès de son père, l'état de la maison familiale après celui-ci, semble, pour prendre des termes qui sont livrés dans les expertises, avoir influé sur le caractère naturellement sombre et mélancolique de Papavoine. Et de fait, alors que celui-ci se rendait pour une réclamation au ministère de la Guerre, il passe par le bois de Vincennes le 10 octobre 1824, donc vous voyez ici sur la petite gravure. Dans l'une des allées de ce bois, il rencontre une mère qui promène ses 2 jeunes enfants, 5 et 6 ans. Comme le notera l'un des experts commis à l'examen de ce cas, à la vue de ce spectacle paisible, empreint d'un bonheur vif et pur, son imagination s'exalte et son jugement se trouble. Il court se munir d'un couteau. Bon, on imagine qu'il avait quelque chose où il pouvait, enfin un endroit où il pouvait avoir un couteau pas loin. Il revient près de la mère et lui dit d'une voix sombre: « Votre promenade est bientôt finie. » Puis, il se penche vers les 2 enfants et les trucide avant de les étendre sans vie sur le gazon. Papavoine est arrêté peu de temps après cet assassinat. Il confessera son crime, mais à l'expertise, il apparaîtra qu'il est impossible de lui assigner d'autres motifs que, je cite, l'obsession de quelques idées sombres et même une certaine fermentation du cerveau. Pour le dire un peu plus clairement, il prétendra avoir reconnu dans les 2 enfants trucidés des rejetons de la famille royale. Donc l'affaire est très différente de la précédente, l'affaire de Sélestat, puisque cette fois, la justice se dessaisit du crime au profit des aliénistes en application de l'article 64. Le délire semble caractérisé. Papavoine a tué sans raison, mu par un accès de folie et de folie meurtrière. On peut relever, si c'est sur un autre plan, que ce cas de déraison criminelle retient finalement moins l'attention de Foucault dans sa démonstration. Il ne le mentionne en réalité que parce qu'il s'agit du cas inverse du précédent. La femme de Sélestat a donné la raison, même frelatée, de son crime, la misère et la faim. Donc la justice s'exerce et, d'une certaine façon, congédie la psychiatrie. Papavoine, de son côté, est incapable de fournir la raison de son double meurtre, ou du moins cette raison est ce qui le rend inintelligible à ses propres yeux et empêche la justice de s'exercer. La psychiatrie ravit donc Papavoine au pouvoir des juges. Le cas le plus intéressant, aux yeux de Foucault, auquel j'emprunte ces trois cas, est encore différent. Et s'il est plus intéressant, c'est parce que c'est un cas limite, qui va, d'une certaine manière, se tenir entre les 2 précédents. On ne peut pas dire immédiatement si ce cas relève de la justice, comme le premier, ou de l'asile, comme le second. Et à ce titre, il va plutôt donner lieu à un conflit entre psychiatrie et justice. Alors le cas emblématique dont il est question est celui d'Henriette Cornier, donc une affaire qui a lieu en 1825. Il y avait des grandes affaires comme ça qui défrayaient la chronique, 24 Papavoine, 25 Cornier. Bon. Tout ça avant que la télé n'existe. Âgée de 27 ans au moment des faits, en 1825, donc Henriette Cornier est apparemment une femme sans histoire, ou en tout cas une femme qui ne s'est jamais signalée à l'attention des services de police et de justice par des actes délictueux. Elle a été abandonnée par son mari et a trouvé un certain nombre de positions en qualité de domestique dans diverses maisons. Le 4 novembre 1825, en l'absence de ses maîtres, elle se rend dans la boutique d'un fruitier nommé Belon, dont la femme tient entre ses bras une petite fille âgée de 19 mois.
Henriette semble attendrie, elle caresse la tête de l'enfant et prie la mère, qui d'abord résiste, de le lui confier. En couvrant l'enfant de baisers, elle l'emporte dans la cuisine et de là dans sa chambre. C'est ici que se produit le drame. Elle dépose l'enfant sur son lit, puis lui tranche la tête et dépose le cadavre sur le carreau. Quand la mère vient réclamer sa fille, Henriette lui répond froidement « elle est morte ». Et, vous le voyez ici sur la gravure, ramassant la tête de l'enfant, elle la jette par la fenêtre. Le père, qui rentrait chez lui à ce moment-là, la voit tomber et la recueille. Fin de l'histoire. Vous voyez, c'est ici écrit en italien, je ne m'hasarderai pas à le dire, mais Henriette Cornier jette la tête de l'enfant par la fenêtre. Alors, la froideur manifeste de l'exécution de cette petite fille inspire immédiatement la terreur. Mais si l'on reprend ses esprits, on peut relever surtout que, au-delà de l'évidence du crime et de la désignation de son auteur, manifestement Henriette Cornier, le cas est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, l'instruction puis le procès vont faire apparaître que ce cas échappe en réalité au partage simple qui permettait aux deux cas précédents, quoique tout aussi monstrueux dans leur genre, d'être traités efficacement, soit par la justice, soit par la psychiatrie. On avait en effet affaire au partage clair, ou en tout cas avec une certaine évidence, de la raison et de la folie, de l'imputabilité, de la non-imputabilité. Or, ici, dans le cas d'Henriette Cornier, l'acte criminel ne renvoie ni à un délire sous-jacent, comme la folie de Papavoine, ni au mécanisme d'un intérêt qui serait d'autant plus évident qu'il est élémentaire, la fin de la femme de Célestat. Bien entendu, quand je dis intérêt évident et élémentaire, ça ne justifie pas qu'on mange ses enfants, même quand on est affamé, et la punition doit justement rappeler que c'est injustifiable au point de vue du droit et qu'on n'a pas intérêt à suivre cet exemple criminel. Je rappelle pour avoir la conscience tranquille. Avec l'affaire Cornier, la mécanique punitive déraille. Il n'y a pas de démence avérée, donc on doit punir. Mais comme on ne peut pas assigner de raison au crime, Henriette Cornier a agi sans intérêt manifeste, on ne peut pas punir. C'est cet équivoque, en forme presque d'injonction contradictoire, qui rend nécessaire l'appel à la psychiatrie et qui conduit celle-ci à manifester son propre pouvoir. Foucault parle, dans ce cadre, de l'épreuve de souveraineté de la psychiatrie. Et par épreuve de souveraineté de la psychiatrie, il ne faut pas entendre une sorte de prise de pouvoir unilatérale des psychiatres sur le monde judiciaire, ce qui n'aurait pas de sens, mais plutôt un positionnement central de la psychiatrie dans la mise en place d'un certain mode de pouvoir où l'alliance avec l'institution judiciaire joue un rôle majeur. Alors comment se déroule cette épreuve de souveraineté et quels sont ses enjeux? Le procès constitue le lieu même d'une telle épreuve. Les psychiatres y sont convoqués pour faire part de leur expertise sur le cas d'Henriette Cornier. En un sens, cette expertise vient à l'appui de la défense de la criminelle, puisqu'il s'agit de montrer qu'elle n'est pas, ou pas vraiment, pas totalement responsable de son acte, et qu'elle ne mérite donc pas d'être punie comme s'il lui était intégralement imputable. Mais ce qui est plus intéressant dans le discours déployé par les experts, c'est qu'ils font plutôt fonctionner l'absence de raison du crime comme l'indice de la présence d'une folie de la criminelle. Et en faisant cela, ils engagent une sorte de lutte avec la justice. Ce qui apparaissait comme une détermination négative à l'intérieur de la logique juridico-punitive devient une détermination positive dans le cadre du savoir psychiatrique. L'acte criminel d'Henriette Cornier peut ainsi échapper aux règles et aux sanctions définies dans le code pénal pour devenir le symptôme d'une maladie définie dans le traité d'Esquirol, en l'espèce, vous voyez ici, la monomanie homicide.
L'enjeu de cette requalification pathologique du crime, qui le soustrait donc à l'emprise de la punition, déborde en réalité largement le cas singulier d'Henriette Cornier. En effet, comme le souligne Foucault, elle conduit à des transformations importantes dans le discours et le savoir psychiatrique qui vont définir à partir de là, je cite Foucault, tout un domaine d'objets nouveaux. Impulsion, pulsion, tendance, penchant, automatisme, etc. Et ces objets concourent de manière hétérogène à une sorte de dynamique morbide des instincts. Ces objets nouveaux et les notions qui les découpent dans l'ordre du savoir psychiatrique contribuent ainsi à donner un contenu positif à ce lien entre criminalité et folie que les psychiatres s'efforcent d'établir et qui leur donne prise, par extension, sur tout un champ de comportements infracteurs à l'égard des normes juridiques, mais aussi de tous ces comportements irréguliers ou anormaux qui peuvent être d'une manière ou d'une autre rapportés à une telle dynamique instinctuelle. On comprend alors qu'au-delà du savoir psychiatrique, qui se constitue dans les antichambres des tribunaux, ou plutôt entremêlé avec lui, se joue une position de pouvoir. À partir du moment où la psychiatrie s'empare du crime sans raison du monstre moral pour montrer qu'il révèle un instinct dont elle seule, la psychiatrie, peut rendre raison, elle n'est plus cette spécialité marginale dans l'ordre du savoir s'intéressant, on va dire, seulement à la folie et à l'aliénation mentale. Elle devient la spécialiste de l'instinct que l'ensemble des savoirs devra consulter et que les pouvoirs publics vont s'arracher. La force de la psychiatrie consiste donc à montrer que là où il y avait manifestement et du seul point de vue du droit absence de raison, elle est capable, elle, de détecter autre chose, à savoir cet instinct criminel qui n'existe qu'à l'état de virtualité, on va dire heureusement, et qui pourtant représente un danger ou du moins un risque pour la société. La psychiatrie invente donc, c'est l'hypothèse que fait Foucault, à travers la notion d'instinct, celle d'une virtualité criminelle. Et avec cette invention, elle ne fait en un sens que répondre à une demande de la justice. Elle s'affirme comme détentrice d'un savoir légitime et exclusif qui participe tendanciellement de la défense sociale en repérant au sein de la population générale les indisciplinés qui sont susceptibles de devenir des individus dangereux. S'il faut défendre la société, les psychiatres ont conquis le droit d'être en première ligne, armés de leur savoir et de leurs concepts, et l'insertion de la psychiatrie dans le fonctionnement de la punition légale n'est donc que l'un des aspects ou l'une des étapes de son implantation plus large dans l'espace social. Alors, en témoigne, toujours à la même époque, cette nouvelle régulation administrative du problème de la folie qui suit la loi de 1838. Cette loi, que j'ai déjà mentionnée, la loi du 30 juin 1838, appelée la loi des aliénés, définit le placement d'office et stipule que l'état d'aliénation qui motive le placement doit être une aliénation telle qu'elle est susceptible de compromettre l'ordre et la sûreté publique. Donc, je traduis à ma manière, l'administration demande aux psychiatres non pas seulement d'identifier, ou non plus seulement d'identifier des états de démence passagère, ayant conduit effectivement à des crimes non imputables, comme le prévoyait la loi de 1810, article 64, mais d'identifier plutôt une qualité permanente de dangerosité. Il leur est demandé non pas seulement d'attester d'un désordre psychique temporaire et localisé dans un individu singulier, mais de devenir les agents d'un programme de surveillance plus large de tous les éléments symptomatiques qui, à l'échelle individuelle, aussi bien qu'à l'échelle des familles ou encore dans la société,
font signe vers la virtualité d'un danger, vers la virtualité d'infractions possibles. Au bout du compte, écrit Foucault, tout ce qui est désordre, indiscipline, agitation, indocilité, caractère rétif, manque d'affection, etc., tout ça peut être psychiatrisé. Alors, certes, on peut dire qu'on est bien loin de l'affaire Henriette Cornier et que la pauvre, si je peux m'exprimer ainsi, était loin d'imaginer que son geste insensé allait conduire, au moins dans la reconstruction qu'en propose Foucault, à faire du psychiatre convoqué devant la cour une espèce de criminologue instinctologue s'adressant en réalité à la société tout entière pour la mettre en garde contre la dérive morbide des instincts et pour se présenter du même coup comme le garant de la défense sociale contre des individus dangereux. Alors, si on veut mieux comprendre cette logique d'ensemble, il est utile de revenir sur l'un de ces rouages essentiels et concrets que représente l'expertise psychiatrique. Je reprends ici à nouveau les analyses de Foucault dans son cours sur les anormaux lorsqu'il présente une espèce d'effet de doublage de cette expertise. C'est-à-dire que cette expertise produit comme en arrière ou en plus des objets ordinaires du monde judiciaire un double qui appartient en propre à la pratique psychiatrique. Quelles sont les grandes figures de ce redoublement psychiatrique du judiciaire? Vous avez ici les trois doublés qui intéressent Foucault. Alors, il y a d'abord ce couple délit-anomalie qui procède de ce que Foucault nomme le doublé psychologico-éthique du délit. Foucault affirme en effet que le rôle croissant accordé à l'expertise psychiatrique a conduit au fait de redoubler l'acte délictuel par l'examen ou la construction d'une personnalité inquiétante, déviante, anormale, qui doit permettre d'expliquer l'acte en question. De ce point de vue, on voit que tout ça a été rendu possible par le Code pénal et son article 64, puisque la question de la responsabilité ne peut se poser qu'à partir d'une analyse de la personnalité, bien que cette analyse puisse alors se cantonner à la recherche d'éléments pathologiques. Mais à partir du moment où on va demander à l'expert de donner son avis sur la dangerosité ou, l'autre versant, la curabilité d'un individu, et que cet avis possède une importance décisive dans l'évaluation judiciaire de son acte, alors ce n'est plus le délit qui est jugé, mais la prétendue cause de cet acte qui se trouve comme projetée par l'expertise au cœur de la personnalité du délinquant. Mais on voit que se présente ici une difficulté, parce que la psychiatrie est confrontée au problème de rendre compte de cette causalité obscure de manière rigoureuse et claire. Elle se rabat donc, en somme par défaut, sur la recherche de toutes les anomalies de comportement qui pourront valoir comme cette espèce d'arrière-plan susceptible de restituer au crime un semblant de rationalité et donc aussi de fournir à l'acte de juger et de punir une forme de légitimité. Cette première opération est à mettre en relation avec la production d'un deuxième doublé qui correspond donc à cette figure du délinquant anormal. En principe, le jugement de la loi doit sanctionner l'auteur d'un délit ou d'un crime à la condition qu'il en soit responsable. Mais qui est cet auteur? De manière générale, on peut dire qu'il s'agit d'un être humain doté d'une conscience et à qui on peut attribuer d'une part l'imputabilité matérielle du fait reproché. Il a bien fait ceci qu'on lui reproche, et on en a la preuve. Et on peut lui attribuer d'autre part une responsabilité morale. Il l'a voulu. Il a voulu ce qu'il a fait.
Encore une fois, le rôle de l'article 64 du Code de 1810 était bien de vérifier ce lien causal entre un acte et une volonté. Or, l'extension du champ d'investigation de l'expertise va contribuer à déplacer ce lien causal de la volonté pure et indéterminée d'un sujet vers les manifestations involontaires d'un désir anormal qui s'est avéré être un désir de crime. Qu'est-ce que ça signifie et quel est le sens de ce déplacement? Ce n'est plus la responsabilité d'un sujet souverain sur ses actes qui est jugée, mais une toute autre forme de responsabilité, celle d'un être physique et psychique qui est, parfois malgré lui, le théâtre de processus anormaux et potentiellement dangereux. Ce doublé, c'est donc désormais l'objet d'une technologie et d'un savoir de réparation, de réadaptation, de réinsertion, de correction. On passe donc d'une pénalité concentrée sur ce que l'individu a fait à une pénalité focalisée sur ce qu'il est, sur sa manière d'être et sur ses virtualités de comportement. Enfin, troisième effet de l'expertise psychiatrique qui mérite d'être relevé, il concerne ce que Foucault désigne comme le doublé du juge-médecin. C'est-à-dire que le juge et le médecin deviennent en réalité deux acteurs de la procédure judiciaire qui, peut-être à force de se côtoyer, finissent par se prendre l'un pour l'autre. Le psychiatre, d'abord, se dédouble en médecin-juge, au sens où il est mis effectivement en position d'influencer un jugement de droit. Il peut d'ailleurs facilement se laisser emporter et pousser son analyse bien au-delà de la seule approche clinique. Je vous renvoie aux exemples d'expertise que Foucault cite lors de la première leçon de son cours, qui sont assez édifiants. Donc c'est comme si le désir de participer au jugement, voire de juger tout court, l'entraînait à faire plus que ce qu'on lui demande, et plus surtout que ne lui permet le corpus médical à sa disposition. Inversement, la présence de l'expert conduit le juge à se prendre pour un médecin, puisqu'en punissant, il ne punit pas essentiellement l'infraction d'un sujet juridique, mais il s'adresse à l'anormalité d'un sujet éthico-psychologique. Il peut persuader et se persuader qu'en jugeant, il s'agit en fait de corriger les défaillances d'un individu pour le bien de la société et de la société tout entière. Défendre la société en la guérisant de ses maux actuels et en la prémunissant autant que possible des maux futurs. Ou encore, pour reprendre la formule ciselée et sévère de Foucault, le vilain métier de punir se trouve ainsi retourné dans le beau métier de guérir. Alors si on voulait conclure maintenant sur ces points, on pourrait dire deux choses. D'abord, si on envisage l'expertise psychiatrique non pas seulement au ras de ses discours, mais dans la perspective de son émergence et de ses effets, on peut concevoir que cette expertise est finalement l'une des pièces maîtresses d'un grand processus historique de transformation de la pénalité. Et l'élément le plus notable de cette transformation consiste dans l'alliance implicite qui a pu s'opérer entre un pouvoir de punir basé sur la loi et un pouvoir beaucoup plus étendu mais beaucoup moins facile à cerner de gestion des déviances, lui-même ce pouvoir érigé en matrice de la défense sociale. La collaboration entre psychiatrie et justice devait servir initialement à sauvegarder la rigueur de leurs systèmes normatifs respectifs, devait servir à sauvegarder le respect de l'autonomie du sujet ou la fragilité du malade, devait
servir à sauvegarder la spécificité et l'efficacité de leurs réponses respectives, sanctions ou traitements. Mais si on suit Foucault, il apparaît que cette alliance a plutôt créé un domaine de confusion dans lequel ces distinctions s'effondrent et où se fabrique tout autre chose. L'intérêt, ce n'est pas que ça s'effondre, c'est que quelque chose d'autre apparaisse. Et ce qui apparaît, ce sont des individus responsables avant tout de ce qu'ils sont et un traitement correctif qui en vient à se situer entre punition et guérison. L'expertise psychiatrique est alors au cœur de ce dispositif où elle fait jouer sa fonction de doublage, ou on pourrait dire de méta-doublage, non seulement, puisque c'est ce qu'on lui demande, elle vise à éclairer un juge ou des jurés dans l'application de la loi et dans la modulation de la peine, mais également, et c'est au fond ce qu'on s'est mis à attendre d'elle, elle tente à réaliser une vérification d'une catégorie d'anomalies porteuses de risques et de dangers particuliers. Alors on pourrait dire que, c'est le deuxième point de ma conclusion, que ce dont parle Foucault, 1975, vaut sans doute pour les rapports entre psychiatrie et justice tels qu'ils se sont noués au début du XIXe siècle et ce qu'il dit prend sens aussi dans le cadre d'une investigation menée au début des années 70 en pleine ferveur antipsychiatrique. Bon, on pourrait s'en tenir là et du coup être amené à relativiser toutes ces hypothèses. Mais on pourrait aussi évoquer, pour finir, une loi beaucoup plus récente, la loi de 2008 sur la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Comme l'indique l'intitulé même de cette loi, elle comporte donc ces deux éléments principaux sur lesquels je reviens pour conclure, en reprenant à mon compte des analyses d'Olivier Razac, philosophe de la pénalité. Le premier élément, autour donc de la notion de rétention de sûreté, vise à retenir dans des centres fermés les auteurs de crimes violents condamnés à 15 ans de réclusion ou plus, lorsqu'ils restent particulièrement dangereux et lorsqu'ils présentent donc un risque élevé de récidive à l'issue de leur peine de prison. Donc cette rétention, qui d'abord est prononcée pour 1 an, peut être renouvelable indéfiniment tant que la personne est estimée dangereuse. Et elle doit également, cette rétention, permettre sa guérison grâce à un suivi médical et social, par une équipe pluridisciplinaire. Et si le retenu ne se prête pas à ces soins, évidemment, la rétention est prolongée. Donc on voit ici à l'œuvre la même logique que celle qui était décrite précédemment. La rétention de sûreté n'est pas une peine, puisque elle n'est pas en tant que telle la conséquence d'une infraction, mais il ne s'agit pas non plus d'un traitement médical, puisque ce qui doit être soigné, c'est la dangerosité du retenu. On pourrait ici reprendre à nouveau Foucault, bon, qui évidemment n'a pas assisté à cette loi, mise en place de cette loi en 2008. D'où viennent ces notions de dangerosité, d'accessibilité à la sanction, de curabilité? Elles ne sont ni dans le droit ni dans la médecine. Ce ne sont des notions ni juridiques, ni psychiatriques, ni médicales, mais proprement disciplinaires. Si on en vient maintenant au second aspect de la loi, on voit qu'il modifie la procédure de jugement des irresponsables pénaux pour cause de trouble mental. Il s'agit d'éviter la déclaration de non-lieu en permettant la tenue d'une audience en présence de l'auteur des faits et au cours de laquelle les juges pourront prononcer des mesures de sûreté venant s'appliquer à la fin de l'hospitalisation d'office. Donc, à nouveau, on peut observer cette espèce de confusion des registres. L'audience qui est provoquée n'est pas vraiment un procès, puisqu'il ne peut être suivi d'aucune peine, mais il ne s'agit pas non plus seulement
examen médical, puisqu'il en découle des décisions de justice contraignantes sans réelle portée thérapeutique. Le pouvoir judiciaire a donc prise sur un individu dont il reconnaît qu'il ne peut pas être considéré comme un sujet libre et conscient, mais dans la mesure où cet individu porte en lui ou avec lui une sorte de causalité pathologique menaçante, établie par des expertises, le droit reçoit toute autorité pour lui imposer ces mesures de sûreté. Donc, on n'en a sans doute pas fini avec cet engrenage juridico-psychiatrique, psychiatrico-judiciaire, qui s'est mis en place depuis le début du XIXe siècle sur la base, comme je l'ai indiqué, des apories d'une économie punitive qui s'est trouvée confrontée aux figures monstrueuses et inquiétantes de la folie criminelle. Mais peut-être, c'est là-dessus que je finirai, peut-être que resituer le point et les raisons de son émergence permet aussi d'en mieux comprendre le mécanisme et de mieux répondre aux peurs que cet engrenage suscite et auquel il propose en même temps de remédier. Je vous remercie. Alors on va passer maintenant à la discussion et donc la parole est à la salle pour les questions. Peut-être je vais commencer pour lancer, puis après on lancera la discussion. Moi j'avais peut-être deux questions. Vous évoquez quelque chose qui démarre au début du XIXe siècle. On sait qu'il y a eu des mouvements importants, des mouvements humanistes, il y a eu la Révolution française, des mouvements humanistes, il y a eu des mouvements qui ont porté aussi essentiellement sur les mouvements humanistes qui ont donné naissance à la psychiatrie. C'était essentiellement, incarné par Pinel, l'idée d'extraire des prisons des personnes qui étaient manifestement insensées, comme on les appelait à l'époque, et qui pouvaient bénéficier davantage de soins. Et donc l'idée des asiles, même s'ils ont été légiférés en 1838, c'est-à-dire plusieurs décennies après, avait germé, même si c'était encore à la fin de l'Ancien Régime. Donc il y avait quelque chose. Donc la première question, qu'est-ce qu'il en était en fait de ces crimes qui ont existé, puisque le crime fait partie de l'humanité, depuis Abel et Caïn. Qu'est-ce qu'il en était de ces crimes avant? C'est-à-dire ils étaient traités, et c'était là je pense que la justice n'était pas affranchie du divin et de la religion, et il y avait un rationnel religieux qui devait être là. Donc c'est aussi quelque chose qui s'est véritablement imposé avec la Révolution française, et donc les psychiatres n'existaient pas, ou très très peu avant, et donc il n'y avait pas de savoir. Pour vous parler d'un savoir des psychiatres, il n'y avait pas grand-chose qui s'est fait, et c'est vrai qu'on voit également, vous traitez là des expertises qui ont eu lieu dans les années, il y a 200 ans, donc entre 1820 et tout ça, où il n'y avait pas de nosographie, il n'y avait pas de clinique psychiatrique, et c'était, on voit la pauvreté de l'expertise, il est dément ou il n'est pas dément, il est troublé, on voit qu'il n'y a pas du tout de richesse dans l'expertise. Donc c'est d'abord cette question-là, donc il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un affranchissement du divin dans la justice. Et puis ma deuxième question porte sur un troisième larron. Vous avez évoqué le couple psychiatrie-justice, mais il y en a un troisième qui est important, et vous avez évoqué son rôle, notamment dans le fait de ce qui peut être de préserver l'ordre public et la sécurité. C'est l'autorité des préfets, l'autorité de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, qui s'est établie à ce moment-là, et qui est peut-être, je pense, à mettre au même niveau que la psychiatrie, la justice étant quelque chose qui va décider, puisque vous savez que les hôpitaux psychiatriques, les asiles, étaient régis par le ministère de l'Intérieur, comme les prisons. Les prisons sont passées à la justice en 1911, donc c'est à peu près un siècle plus tard, et la psychiatrie est restée sous la férule du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1938, donc c'est vraiment très très récent. Et vous avez évoqué le traitement des déviances, et c'est vrai que là on voit une alternative pour quelqu'un qui
commet un crime ou un délit d'être sous le régime de la prison ou, avec le passage de la clé de l'article 64, sous le régime de l'internement dans les asiles, puisque dans les asiles, on ne pouvait être admis qu'en étant interné. Hein. Il n'y avait pas d'hospitalisation libre, sauf c'est venu très très tard. Donc c'est ça, ma question, c'est aussi comment on peut situer, enfin plutôt qu'un couple justice-psychiatrie, il y a un trio dans lequel il y a un rôle qui est à peu près à un niveau différent, simplement avec une modulation par l'article 64 entre prison, et donc gérée par l'intérieur, et la psychiatrie, et puis la justice qui, elle, décide, parce que même l'expertise psychiatrique, c'est au service de la justice, c'est le juge qui décide si oui ou non il y a jugement, il n'y a pas de jugement, etc. Donc voilà, c'était un peu mes deux questions. Bon, ok, question complexe pour quelqu'un qui n'est pas historien. Alors, je dirais sur le premier point, ce qui me semble quand même important, c'est de faire apparaître cette catégorie particulière du monstre moral qui renvoie, qui est un petit peu le contre-coup de la Révolution, on pourrait dire, et qui fait apparaître justement dans cet après-coup de la période révolutionnaire une sorte d'excès dans l'ordre du crime. Alors ça ne veut pas dire que ces excès n'existaient pas avant, ça veut juste dire que ces excès sont à un moment catégorisés là où avant, bon, je dirais ils étaient traités, bon, je vais dire sans doute, hein, parce que là je ne suis pas suffisamment savant pour dire ça avec certitude, mais traités de manière beaucoup plus expéditive, c'est-à-dire qu'on justement, on ne se posait pas la question de savoir si des cas de criminels particulièrement violents ou sauvages hein, dans les actes commis pouvaient manifester quelque chose qui dérogeait aux règles de l'esprit ordinaire tel qu'on s'imagine. C'est comme si finalement les dérogations n'étaient pas prises dans le même ordre dans la même juridiction, si je peux dire, et on ne se posait pas la question finalement de savoir s'il y avait autre chose à faire de ces gens que de les punir et même de les tuer. Parce que finalement, la justice expéditive correspondait aussi souvent à la mort. Donc je dirais, voilà, il y a justement à un moment, et c'est pour ça que le Code pénal de 1810 est un bon marqueur, et son article 64, il y a un moment une sorte de doute qui s'installe sur le fait que qui dit violence ne dit pas simplement sanction immédiate par la mort, on répond à la violence par la violence, et au meurtre par le meurtre, de toute façon, avec une sorte de justice punitive brutale, mais on met une sorte de, je vais dire de garde-fou, mais c'est pas le terme adéquat évidemment, on met une sorte de réserve sur le fait qu'on a besoin d'en savoir plus sur justement les intérêts du crime, sur la rationalité du crime, comme si finalement il fallait que le crime ait une raison, et que si on ne la trouve pas là où on la cherche, on va demander à d'autres de la trouver là où on est incapable de la chercher et on est incapable de la rendre intelligible. D'où je pense cet effet important de décalage que produit à partir de l'article 64 de 1810 l'intronisation de psychiatres, de proto-psychiatres dans les tribunaux. Bon, sur le premier point. Sur le deuxième point, que fait la police alors, c'est vrai qu'il y a cette distribution dont vous parlez des compétences ou des attributions légitimes sur les différents lieux même où on va situer les uns et les autres, hein, les aliénés ou les criminels. Bon, je dirais que la police, peut-être qu'elle a, là aussi, hein,
fais cette hypothèse, étant pas un spécialiste de l'histoire de la police, mais je pense qu'elle a aussi le rôle, un rôle d'instigateur justement de cette demande de preuves supplémentaires. C'est-à-dire qu'au moment de bon, la police, je dirais, dans son travail, par exemple, dans l'accompagnement de l'instruction d'une affaire, doit recueillir des témoignages, des preuves, et donc finalement doit mettre en place tout un discours de vérité ou de vérification, de véridiction autour du crime. Donc véridiction dans la parole du criminel, l'aveu a une dimension évidemment parfois spectaculaire, mais en tout cas décisive dans l'instruction d'une enquête, et puis aussi le recueil des preuves. Et finalement, je verrais la police finalement comme un dans ce rôle-là, hein, pas dans le. Je parle moins de la police dans son rôle institutionnel. Dans cette dimension-là, je verrais plutôt la police dans comme presque le moyen terme entre psychiatrie et justice pour faire advenir d'une manière ou d'une autre une vérité ou des vérités, donc apporter des preuves. Et finalement, très rapidement, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, on va demander effectivement aux psychiatres d'apporter des preuves, et donc de prouver que tel est fou, que tel autre est saint d'esprit, même si bien sûr il ou elle n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait ou qu'elle a fait. Bon. Et donc c'est dans ce régime de la preuve que finalement le trio justice, psychiatrie, police peut s'entendre et se rencontrer autour de ces événements que sont les crimes. Avec l'idée que ce qui doit surgir du procès, c'est bien quelque chose de l'ordre de la vérité. Cette vérité, il faut qu'elle soit celle de la raison du crime, ou celle du crime sans raison, ce qui du coup renvoie le criminel, quelle que soit la gravité objective de son acte, à d'autres instances en tout cas à d'autres issues que la punition. Alors, allez-y.
Non, mais ce sont des vraies questions, en tout cas. Bon. Et comme toutes les vraies questions, les réponses sont difficiles à apporter de manière rapide et tranchée. Alors, je dirais, je vais peut-être répondre seulement à la première question, parce que la seconde question, je pense, s'adresse à des gens qui sont spécialistes de ces questions et de ces problématiques, justement, entre le droit des usagers, on pourrait dire, quels que soient les usagers, et les conditions dans lesquelles on peut les maintenir enfermés, en tout cas hors du circuit ordinaire de la société. Je dirais quand même peut-être un mot là-dessus. Sur le premier point, attention, il ne faut pas envisager, pour prendre le cas de Papavoine, il ne faut pas envisager sa bouffée délirante comme dénuée de toute forme de rationalité. Il y a une rationalité du délire. Et c'est ça justement qui est compliqué, c'est que rien que dans la description progressive de son acte, hein, bon, j'ai essayé de faire un peu de teasing, mais quand il s'approche de ses enfants, et d'un seul coup il a quelque chose qui lui passe par la tête, il va chercher un couteau, bon, effectivement il y a une logique de cette action. Maintenant qu'il y a une logique de cette action ne veut pas dire que cette action relève comme je l'ai dit précédemment, d'un intérêt qui serait parfaitement clair, légitime. Je ne sais pas si ça a du sens de dire un intérêt qui est légitime, mais en tout cas d'un intérêt qui rendrait l'acte parfaitement intelligible pour celui qui le commet et pour ceux qui l'observent ou qui ont à le juger. Et donc sur ce point-là, bon, il ne faut pas confondre l'espèce de soudaineté violente du geste, du passage à l'acte, et une forme de rationalité qui peut perdurer, en tout cas qu'on peut toujours reconstituer. Et toute la difficulté, c'est justement dans le cadre de l'expertise. C'est là que l'expert est attendu. Et la question est de savoir est-ce qu'il joue ce jeu-là. C'est de savoir faire la part de l'aliénation totale, partielle, et d'introduire, c'est pas dans le cas de Papavoine, mais d'introduire dans ce jugement-là, celui de l'expert sur la personne qu'il a expertisée, donc il a expertisé la personnalité, d'introduire justement des éléments de personnalité qui peuvent parfois interférer ou reconstruire une personnalité déviante, anormale, dangereuse. Et c'est là qu'on est vraiment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que, juste pour donner un exemple sur ce point, c'est un autre exemple que cite Michel Foucault, qui date vraiment du moment où il fait son cours, donc ça doit être 75. Il a entendu ça au palais de justice quelques jours avant. Il dit voilà, il y a eu un crime, il y a une jeune femme qui a été tuée, et il y a deux suspects. Il y a un notable et un jeune homme qui passait par là. La police les a arrêtés tous les deux. Et les interroge, et on demande à un moment à l'expert psychiatre, le crime a été violent, de faire une sorte de portrait comme ça des suspects. Et donc le notable, dans l'expertise qui est rappelée, le notable, on rappelle ses états de service, très bonne scolarité, très bonne famille, bon, en gros, s'il a vraiment fait ça, c'est quelque chose qui à un moment, a complètement disjoncté dans son esprit. Alors, pourquoi pas, mais en tout cas, l'expertise ne manifeste pas de prédisposition à ce type d'acte. Alors que le jeune homme, beaucoup moins facile à cerner, l'expertise indique que bon, il est instable, qu'on ne sait pas bien
quelle est sa situation affective, professionnelle, etc. Et donc tout de suite, finalement, on construit dans l'expertise elle-même un coupable préférentiel. Alors évidemment, après, la preuve, l'exercice de la preuve, c'est justement de faire la part des choses, mais c'est quand même assez frappant de voir ce que je disais tout à l'heure, que l'expert va bien au-delà finalement du corpus médical qu'il a à sa disposition, parce que ce qu'on lui demande, c'est finalement déjà d'émettre un jugement et de soumettre ce jugement à un juge qui va en faire quelque chose à l'appui d'une décision ou de jurés qui vont l'avoir pour éclairer leur lanterne. Alors, un avis, une expertise, c'est pas un jugement en tant que tel, mais la manière dont ces deux expertises sont produites indique quand même assez clairement que l'expert ne travaille pas en psychiatre, en tout cas avec un savoir psychiatrique, mais qu'il travaille surtout avec une sorte de avec des préjugés finalement assez communs, etc. Alors sur le deuxième point, bon, je botte un peu en touche sur ce qu'il faut faire de ces personnes qui n'ont pas la possibilité de rejoindre la société ordinaire. Avant de vous passer la parole, peut-être deux précisions. C'est vrai que l'enjeu aussi de l'expertise, et c'était encore vrai lorsque Foucault a fait ses conférences dans les années 70, l'enjeu, c'était la tête de la personne. Oui. C'était des gens qui pouvaient être condamnés pour des crimes, mais c'était la peine de mort qui risquait. Donc, ce qui est plus maintenant un enjeu. Maintenant, l'enjeu, c'est il va en prison ou il ne va pas en prison. Ça a changé depuis 1981. Donc, l'intensité qui est derrière l'expertise est aussi quelque chose qui a évolué et Foucault n'a pas connu. Oui. Alors, oui, mais il faut quand même ajouter le rôle qui reste. Il y a plus ce coup près avec l'expertise, mais il reste quand même une part très importante accordée à l'expertise dans l'appréciation de l'acte lui-même, de l'individu qui l'a commis, et du coup de la modulation ou non de la peine. Donc là, on est vraiment sur l'évaluation la plus fine possible, parce que voilà, c'est la justice qui doit être rendue, et l'appréciation d'autant plus fine qu'il n'y a plus la peine de mort sur l'échelle des sanctions, sur la gradation la plus juste de la sanction en rapport avec le crime et le lien causal qui peut être établi entre la personnalité du criminel et l'acte qu'il a commis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors voilà, le premier. Si vous pouvez vous lever et parler fort, mais sinon il y a un micro qui se promène. Ça marche bien, magnifique. Bon, je vais m'asseoir alors. Pour la pression, c'est mieux. C'est autant une question qu'une remarque, j'essaierai de faire plutôt court. De votre propos, l'analyse de l'analyse de Foucault et donc du passé, on s'attend à rendre légitime, il m'a semblé, l'instauration d'une justice psychiatrique assez puissante. Je mets volontairement ces deux mots à côté. Et c'est d'ailleurs ce que votre présentation des événements récents évoque, en fait, avec cette possibilité pour la justice de reconduire annuellement une détention, fût-elle à des fins curatives. Mais je trouve que c'est indirectement proposé qu'il existe en absolu une mauvaise disposition de l'esprit pour la vie en société. Et en faisant un raccourci logique, certes discutable, mais pas impossible, c'est un peu proposé qu'il existe aussi une bonne disposition de l'esprit pour la vie en société. Et sans vouloir nier l'importance de considérer comme problématique une posture gênant considérablement la vie en société, je pense que c'est encore plus problématique d'en institutionnaliser les frontières, de marquer très clairement. D'autant plus encore de problématique, je trouve, ce serait de donner tout pouvoir à la médecine sur la vie d'un individu
en dehors de l'exercice de sa fonction, de façon un peu plus mystique. Qui sommes-nous, aussi sages que nous soyons, si nous prétendons savoir quel est le bon comportement universel, du moins assez universel pour être instauré en loi? Alors, il y avait pas mal de sous-questions dans vos questions. Je dirais peut-être pour répondre sur quelques points qui me semblent importants. Alors d'une part, pour revenir sur le dernier point, je pense justement que ces questions-là ne peuvent pas, n'ont pas à être traitées sous l'horizon de l'universel, parce que je suis parti de quelques cas, et il n'y a jamais que des cas singuliers, et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir à cette idée très simple, peut-être simpliste, que vous parlez de médecine. La médecine traite bien des cas singuliers à partir d'un savoir, certes, mais a affaire à des cas singuliers, alors évidemment avec des effets de généralisation produits à partir de ces cas singuliers, mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler quand même la singularité des cas auxquels sont appliquées les réflexions des juges, des jurés ou des médecins, des psychiatres dans ces situations où ils sont rassemblés. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, quand vous parlez d'un rôle que la médecine s'arrogerait, je ne pense pas que la médecine s'arroge un rôle particulier. J'ai essayé d'indiquer plutôt que la médecine, à un moment, à travers la psychiatrie, donc un savoir psychiatrique d'ordre médical, est convoqué par l'institution judiciaire pour répondre à des cas problématiques que la justice elle-même n'est pas capable de traiter. Parce que, justement, il y a, on pourrait dire, un soupçon d'irrationalité dans des actes qui sont commis et qui débordent finalement notre capacité à les juger immédiatement ou de manière expéditive, comme on pouvait le faire avant. Donc, finalement, il y a à la disposition du juge, je schématise, hein, mais un certain savoir qui commence à s'élaborer. Comme ça a été rappelé, la psychiatrie, c'est au tout début, hein, on est dans le proto-psychiatrique, hein, on n'est pas encore dans un savoir parfaitement constitué. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est un moment où les frontières dont vous parliez sont encore un peu floues, et le savoir cherche à s'élaborer et à définir ses propres frontières. Mais justement, à ce moment-là, et peut-être parce que le savoir psychiatrique n'est pas encore complètement constitué ou ne dispose pas d'un corpus autonome, le corpus médical de la psychiatrie vient à l'appui ou en réponse à la demande du juge. Alors non pas pour donner pour siffler la fin du match, hein, et pour dire j'ai raison et vous avez tort, mais encore une fois pour apporter un élément d'appréciation supplémentaire sur des situations complexes dans lesquelles on est parfois bien en peine de savoir si X a tué Y parce qu'il avait faim, pour reprendre ce cas, ou parce qu'il voulait prendre son argent, ou parce qu'il a cru que c'était le fils du roi et que sa haine de la monarchie l'a incité à aller jusqu'au bout de ce geste. Bon. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit que finalement un savoir médical est bien en peine à lui seul de venir à bout de ses interrogations, de ses doutes, et c'est néanmoins ce qu'on lui demande. Donc finalement, il y a une demande exorbitante qui est faite à cette psychiatrie naissante, et une réponse
qui s'affirme progressivement, hein, parce que tout ça prend du temps, et qui finit par installer le discours psychiatrique comme un discours qui est indispensable, je dirais presque et uniquement par provocation, quoi qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'automaticité du recours à l'expertise, parce que c'est devenu obligatoire, et que ce recours finalement répond peut-être à une demande qui n'est pas toujours clairement explicitée, ou qui n'est pas qui n'aboutit pas aux réponses qu'on serait en droit d'attendre. Voilà, je ne sais pas si je... Juste pour illustrer ça très rapidement, hein, il y a eu l'affaire du petit Valentin avec un couple qui avait exécuté un enfant, tout ça. Donc on montrait les liens entre la justice et la psychiatrie. Il a fallu 7 expertises successives pour que finalement, pour faire plaisir entre guillemets à la justice, parce que pour la justice, il était important que cette personne fasse une peine de prison et ne soit pas reconnue comme irresponsable. Il y a eu toute une succession d'experts, les premiers l'avaient reconnu irresponsable, ça n'a pas été accepté par le juge, donc c'est vraiment le juge qui a le dernier mot. L'expertise psychiatrique vient au service de la justice, et puis en fonction aussi de la demande sociale du moment. Il y avait... Alors, question. Bonsoir, merci beaucoup déjà. Moi, il y a des choses qui me sont apparues dans l'esprit, mais il y a, au fur et à mesure de la conférence, mais il y a quelque chose qui... En fait, moi, il y a un fait divers qui m'a marqué. Vous aviez dit que du coup, ça pouvait se baser facilement sur des faits divers, et j'ai l'impression qu'en fait, au XXIe siècle, on a une espèce de... Je vais m'expliquer après, mais d'hyper-psychiatrisation de la justice. C'est-à-dire que moi je me base sur les faits qui ont eu lieu en janvier 2023, si je ne m'abuse. C'était à Paris. C'est l'homme qui a tiré sur des personnes kurdes et qui en a tué 3 ou 2, je ne sais plus exactement, 3 je pense. Et je me souviens avoir été absolument choquée en voyant qu'il avait été... alors il avait été sorti de sa garde à vue pour aller dans le domaine le psychiatrique en gros. Parce que son racisme était pathologique. C'était en gros ça qui était dit. Et je me souviens que le mot pathologique dans ce cas-là m'avait assez marqué. Et du coup, je me suis demandé, parce que ça a résonné avec beaucoup de choses qui ont été dites, il y a Foucault qui avait parlé de la possibilité, tout peut être psychiatrisé, pardon. Et du coup, je me suis demandé, un sentiment, une pulsion qu'on a tous et toutes au cours de notre vie, forcément une fois, c'est la haine. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de zone grise en fait dans cet engrenage psychiatrico-judiciaire pour la haine? Est-ce qu'on peut psychiatriser la haine? Est-ce qu'on peut judiciariser la haine? Voilà, donc moi je m'interroge par rapport à cette zone grise, et je me demande du coup si cet engrenage psychiatrico-judiciaire il est encore actuel, ou bien si actuel légitime, ou bien si c'est devenu en fait tristement, et malgré tous les efforts qui ont été faits par donc on a vu que le droit pénal a évolué notamment, etc. Pareil, les savoirs des médecins psychiatres se sont diversifiés et ont été largement augmentés, on va dire. Est-ce que ça ne deviendrait pas voilà, une manière de justifier ce sentiment de haine? Est-ce que ça fait encore sens aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a d'un côté la psychiatrie, le domaine de la psychiatrie qui, je pense, reconnaît plein de nouvelles choses, apprend de jour en jour, et on a une espèce de durcissement du droit, en fait. Enfin, voilà, le droit, c'est par essence très, très, comment dire, il y a beaucoup justement, ça fixe les frontières, c'est très strict. Et du coup, comment expliquer cette espèce de protection de l'immoral, en fait, voilà. Et je pense notamment au cas qui a été évoqué aussi c'était Sarah Halimi, c'est ça, où je me souviens que ça m'avait marqué aussi, parce qu'on avait dit, oui, il a des bouffées délirantes parce qu'il a fumé trop de cannabis ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement.
Alors que voilà, c'était de l'antisémitisme, clairement, tout comme là c'était du racisme qui était qualifié de pathologique. Alors est-ce que l'adjectif pathologique ajoute quelque chose, en fait, ajoute une valeur, une valeur juridique en fait à la chose et épargne en fait le ou la criminel. Voilà. Bien, alors oui, bon, il y a beaucoup de choses. Alors j'ai du mal à me prononcer sur les faits divers les plus récents. C'est pour ça que j'étais revenu à Sarah Halimi, mais je rappelle, hein, a aussi donné lieu à 7 expertises, parce que j'ai vu là, 7 expertises qui ont confirmé finalement ce caractère délirant dans l'acte lui-même, assorti, et c'est ça qui me semble aussi important ou intéressant par rapport aux pistes que j'ai essayé d'explorer, assorti d'une analyse de la personnalité du criminel, mettant en valeur justement ces espèces cette prédisposition au crime par la déviance. Donc, la déviance comme une espèce de point de départ un peu latent, cette espèce de virtualité qui conduit à des formes de dangerosité dont on ne peut pas savoir si un jour elles ne vont pas éclater dans la forme d'un acte qui a été jugé délirant. Alors, du coup, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire, suite à ces expertises et au jugement qui a été rendu, c'était de l'antisémitisme et pas du délire. Bon, alors après, sur la notion de racisme pathologique, c'est vrai qu'elle est choquante parce qu'elle suppose un racisme normal à côté du racisme pathologique. Le racisme pathologique, ce serait celui qui donne lieu comme ça à des meurtres, alors qu'il y aurait un racisme normal, on pourrait presque dire un racisme ordinaire qui serait tolérable tant qu'il ne donne pas lieu à des crimes de sang. Bon. Donc alors je n'ai plus en tête qui a employé cette expression. Je ne pense pas qu'un juge se serait hasardé à parler de racisme pathologique. C'est peut-être justement, c'est ce que je voulais ajouter, une surenchère je dirais médiatique liée aussi à des je ne sais pas s'il faut dire à une demande sociale, mais en tout cas à une ambiance sociale qui peut justement chercher à qualifier comme ça des actes à l'emporte-pièce sans que le travail sérieux et de la justice et de la psychiatrie soit fait, sans que l'une ou l'autre ne prenne le pas sur l'autre. C'est ça qui me semble aussi important, c'est-à-dire que finalement, on disait tout à l'heure qu'il y avait la psychiatrie, la justice et la police, mais il y a aussi, je dirais, Quatrième Larron, la société. Et que la psychiatrie et la justice ne sont pas... ce sont des institutions, enfin des savoirs, des institutions tout à fait respectables, mais ces institutions ont aussi des fonctions sociales. Alors, la justice le sait, la psychiatrie le sait, mais quand voilà, on rencontre des phénomènes excessifs, alors je ne qualifierais pas ce meurtrier de monstre moral, mais peut-être que finalement, avec un peu de recul, ce type d'acte pourrait ressortir à cette catégorie. Ça demande en tout cas une instruction plus patiente, justement pour ne pas se tromper de voie, c'est-à-dire ne pas soustraire à la justice un individu qui présente des troubles psychiatriques, mais peut-être amener devant la justice et avec toutes les précautions
s'impose, des individus dont on peut se dire qu'ils présentent certains troubles et qu'il faut essayer de voir ce qu'on peut en faire dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'on ne peut pas évidemment laisser en liberté des gens dont la seule lubie serait de tirer sur n'importe qui ou sur certaines catégories de population parce qu'elles ne sont pas adéquates à l'idée qu'il se fait ou qu'elle se fait de la population normale. Donc voilà, donc je me méfie de ces catégorisations du normal et du pathologique, y compris appliquées au racisme. Alors nous devons impérativement libérer cet amphi, mais nous pouvons continuer cette discussion autour d'un verre qui nous est proposé par la Fédération après, donc on peut continuer la discussion. Je vous propose, avant de quitter la place, d'applaudir le professeur Sabot. Et puis, jeter un coup d'œil juste avant de partir aux événements à venir, hein, la formation initiation à la recherche en psychiatrie, les journées scientifiques, donc journée entière de la Fédération le 19 octobre au Nouveau Siècle à Lille, ainsi que des demi-journées à Clermont-de-Loise et à Saint-Venant, dont les dates sont précisées sur le site de la Fédération. Merci beaucoup pour votre participation et pour les richesses des échanges.